que celle-là entre commerce et industrie, je ne suis pas favorable à la construction de logements, en particulier de logements sociaux, enfin, de logements en général, dont des logements sociaux, en particulier dans ce que vous avez dit là-bas. Je ne pense pas que ce soit rendre service aux futurs habitants de ces logements que de les caser de cette manière. Et en plus, détruire un petit peu les équilibres de cette zone d'activité. J'ajoute aussi, alors on n'aura pas de difficulté avec certains propriétaires de ce plan, parce que eux, qui vendent à l'un ou à l'autre, ils sont contre moque, pourvu qu'ils fassent leurs bénéfices. J'ajoute aussi que ce n'est pas forcément donner un bon signe à la prospérité économique à venir de cette zone d'activité. C'est pas facile, il y a des hauts et des bas. En général, enfin, comme nous avons vécu, nous avons eu la chance de vivre ces dernières années une période de prospérité où il y avait des constructions, des activités nouvelles, des commerces mais aussi des industries, et des belles industries d'ailleurs, sur le plan national. Je ne pense pas que ce soit un bon signe à donner, parce que ce sont des gens qui réagissent d'une certaine manière, pas forcément comme moi ou comme vous, les investisseurs institutionnels ou non, ou privés de construction. Je crois que ce n'est pas un bon signe à leur donner. Sur le plan des transports, vous avez parfaitement raison, et nous l'avions souligné, et nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour essayer d'améliorer la desserte de transport. Nous nous sommes heurtés en permanence à un mur du côté de la région. C'est lamentable, et c'est lamentable, oui, pas d'aujourd'hui, non. C'est particulièrement lamentable, et d'ailleurs les entreprises de Paris-Ouest, en tout cas les grosses entreprises, ont organisé leur transport pour connecter avec la gare, pour connecter les déplacements de leur personnel avec la gare. S'il faut construire des logements pour améliorer les transports, alors je peux vous dire que personnellement je considère, ce n'est pas vous qui êtes en cause, puisque vous faites allusion à d'autres directives ou orientations, c'est encore plus lamentable. Ça veut dire qu'on méprise l'activité économique d'une part, mais surtout les travailleurs qui viennent dans ces activités économiques. On s'en moque. Par contre, quand il y a quelqu'un qui loge et quand on construit des logements sociaux, là, on va organiser les transports. Alors, moi, c'est une conception qui m'est particulièrement choquante et qui ne va pas d'ailleurs dans le sens de l'avenir pour le pays. Voilà ce que je voulais dire sur ce PLU. Un petit mot sur Malmedonne. Il ne faut quand même pas exagérer, comme l'a fait M. Guyot, la situation. Si précisément 3 projets de l'investisseur, qui est toujours le même si je comprends bien, ont été repoussés à la fin de l'année 2013, et je crois bien au tout début 2014, j'en suis plus sûr, en tout cas fin de l'année 2013, c'est précisément pour les raisons qui ont été indiquées. Alors qu'on ne vienne pas dire le projet de nos prédécesseurs, parce que ça c'est un gros mensonge, c'est le projet des promoteurs, qui a peut-être acheté son terrain un peu cher, ça c'est son problème. Mais qu'on ne vienne pas dire c'est le projet des prédécesseurs. Les prédécesseurs, à 3 reprises, le maire précédent, à 3 reprises, il a rejeté le projet. Il faut quand même le savoir, puis arrêter de dire des contre-vérités comme ça. Je vous remercie. Donc, je vous prie aussi d'excuser mon départ. Je donne mon pouvoir, si vous êtes d'accord, à Mme Schwarzman, mais je vous laisse terminer. Répondre à M. Chapa sur ses propos. Nous n'avons pas décidé de parquer, comme tu sembles vouloir le dire, des personnes dans la zone industrielle, puisque notre idée actuellement, si tu as lu la note qui a été donnée à tout le monde, c'est que nous voulons transformer le CD13 sous une forme de boulevard urbain, c'est-à-dire avoir un effet miroir de chaque côté, justement. Et bien là, on va pouvoir construire des immeubles le long du CD13, il y a des pavillons en face, les structures municipales sont à proximité, et puis une fois que nous aurons lancé ce programme, et je pense que nous allons lancer assez rapidement, il y a les moyens de le faire, je dirais, après les choses vont bouger, on va essayer de dynamiser, je ne sais pas, on va essayer, nous allons réussir à dynamiser la zone commerciale, et à partir de là, en même temps, bien sûr, prévoir les transports. Je dirais, il y a une étude qui est en train qui va se mettre en place pour définir l'impact que vont avoir ces constructions sur l'ensemble de la commune, pour que nous ayons une vision prospective suffisante pour faire face à ce que peut représenter ce type d'implantation dans le secteur que je viens d'évoquer. Il ne faut pas non plus déformer mes propos.
Tu n'avais pas dit parquet, tu avais dit case. Voilà. Voilà, j'ai pas dit parquet. Hein. Voilà. Il ne faut pas déformer mes propos sur le fond. Parquet ou caser des gens. Oui, mais Monsieur Guyot, vous avez un petit peu tendance parfois à prendre des libertés avec les propos des uns et des autres et avec la sémantique. C'est pas nouveau, mais il faudra faire attention à ça, surtout en matière de logement. Là-dessus, sur le fond, sur la zone d'activité, pas industrielle, une zone d'activité qui est déjà mixte, je maintiens mes propos et je maintiens mes propos aussi sur la richesse de la commune et la cohérence, même si peut y avoir des beaux dessins le long du CD13, ce qui va poser d'ailleurs d'autres problèmes et d'autres questions. Je me permets, j'ai une question. Oui. 793 logements sociaux d'ici 2025, ça fait 2000 logements. Vous les construisez-vous? Alors, je suis d'accord que, alors, premièrement, je vais vous dire des choses. Je suis d'accord que c'est excessif. Vous avez prononcé un terme, je sais plus lequel, c'était Kevin, je crois, c'est ça. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord là-dessus. Je suis bien d'accord là-dessus. Et j'avais été très très clair ces derniers mois. Le chiffre de 25%, je ne sais pas d'où il vient. Mais alors, il vient du fait qu'on a voulu mettre des contraintes aux villes qui refusent de construire, en particulier dans la petite couronne parisienne de villes les plus riches, Valois-Perret et autres, du logement social. Ils ont construit, bon c'était très politique, mais je suis d'accord que c'est excessif, et c'est excessif dans une durée de cette durée-là. Et de temps en temps, il faut se battre aussi. On est très content que vous soyez. Ah non, mais je crois qu'il ne faut pas jouer. Non, mais c'est pas tout critiquer, mais encore critiquer. Je peux vous dire quelque chose, peut-être. Juste dire que quand vous aurez construit beaucoup de logements, parce qu'on a toujours été contre ce quota, excusez-moi, moi j'ai eu une politique qui a été toujours la même, hein, contre les 20%, comme maintenant contre les 25%. Alors donc ça ne changera pas, mais quand vous aurez construit X logements, il faudra toujours avoir 25% de logements sociaux. C'est-à-dire que c'est une chaîne sans fin, quoi. Ça ne s'arrêtera jamais, parce que plus on construira et plus il faudra construire des logements sociaux. Logements sociaux ou logements généraux, mais... Non, je parle des 25%, les 25% c'est logements sociaux. Après, on fait ce qu'on veut. Au niveau des... Si on n'était pas obligé à ce quota, on peut très bien construire que des résidences, des résidences partout dans mon coin. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais surtout, on n'a pas de temps. On pourrait faire le Cap Nègre du bassin de la Couronce. Ouais. On pourrait faire le Cap Nègre du bassin de la Couronce, par exemple. On peut prendre des terrains d'assaut, il y en a trop. Si on ne construit pas, nous serons expropriés. Ça veut dire que si on ne s'engage pas auprès du préfet, et nous avons été voir les services de la préfecture avec Christian et l'équipe administrative, nous serons expropriés et nous aurons des logements en densité que nous ne souhaitons pas au village. La ferme que je souhaite préserver, qui est sur le long du C13, va disparaître. C'est clair. Donc il faut se battre maintenant. Une ferme, ça peut. Le terrain. Le terrain de la ferme. Le terrain à une ferme, ça peut être transformé en logement, et très bien d'ailleurs, hein, ce que je peux vous dire. Bah oui. Monsieur Van, il y a Pascal, excusez-moi, et Monsieur Van. Moi, je suis quand même surprise d'entendre qu'on va caser des gens et qu'on ne prend pas soin de leur environnement d'habitat. Et je ne suis pas sûre que de caser une résidente étudiante près d'une nationale soit dans la même protection et de tout confort. Voilà, Monsieur Van. Merci, monsieur le maire. Moi, ce que je voulais dire, c'est évidemment, habitant d'Orpha, on a tous la chance, justement, on a les fameuses vaches de terrain dont tu parlais. La ferme dont tu parlais, qui est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'en termes de confort visuel, d'habitat, on peut tous préserver ça. J'en suis persuadé. Mais quand même, je tiens quand même à rappeler certaines réalités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit, bon, le chiffre de 25% excessif, etc. Ce qui est certainement juste. Mais il est d'autant plus excessif lorsque certaines communes, je ne parle pas spécialement de Morphone, mais en général, lorsque certaines communes sont restées pendant des années hors la loi sans rien faire. C'est sûr qu'au bout d'un moment, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, lorsqu'on ne respecte pas la loi des 20% et que ça passe à 25%, c'est sûr que le gap à atteindre est énorme. Et j'aimerais quand même rappeler aussi la chose suivante, c'est que si cette loi n'existait pas, imaginez comment les choses auraient pu se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Pendant des années, les communes ont été sollicitées, mis à l'obligation de construire des logements sociaux, mais elles ne le font pas. Alors si cela n'avait pas été le cas, on aurait eu beaucoup de difficultés, en tout cas beaucoup d'habitants de ville, des Français, auraient eu beaucoup de mal à se loger, ou se seraient logés, et pour le coup, j'utilise le mot, parqués dans des endroits qui, pour le coup, les auraient accueillis ou ils auraient pu être logés. Et ça, c'est grave. Et moi, je considère que cette loi, c'est vrai que 25% c'est beaucoup, mais heureusement qu'elle est là. Elle permet de la mixité sociale, elle permet à des gens qui ont des difficultés, qui habitent parfois, de pouvoir se loger décemment, et de pouvoir rester ici, parce que si elle ne veut pas ça, elle partirait ailleurs. Donc ça touche beaucoup de familles françaises et d'autres. Mais les logements sociaux, ça va rien, parce que le logement, c'est important. Il est normal, c'est tout. Très bien. Laurent Lurson. Monsieur Wann, si vous regardez un petit peu le nombre de constructions de logements actuellement en France, vous pouvez vous rendre compte que cette loi, elle ne sert à rien. Vous pouvez vous rendre compte que cette loi, au lieu de permettre la construction, au lieu de permettre une mixité, au contraire, elle empêche les constructions. Elle empêche des investisseurs de pouvoir construire, puisque automatiquement, il faut du coup prendre une partie de leur investissement sur du logement social, alors que l'autorégulation est possible. Donc cette loi, elle n'a aucun intérêt. 7000 logements par la droite, c'est vraiment Je n'importe reviens quoi. d'Allemagne il y a quelques jours, j'ai rendu visite à notre vie jumelée à Schuttelsburg, sur le bord vers Bôle. Et je leur ai demandé comment ils fonctionnaient. Et en Allemagne, je ne crois pas qu'ils aient autant de problèmes que nous, ils sont obligés de construire des logements sociaux, d'y mettre une part de logements sociaux lorsque l'État fédéral met de l'argent dans la construction. Lorsque c'est un équipement qui est totalement privé, il n'y a pas d'obligation de le faire. Et il n'y a pas également de seuil de logements sociaux obligatoire. Et je ne pense pas que l'Allemagne se porte plus mal. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la l'équilibre. Et moi, ce qui me gêne, c'est l'aspect contraignant de cette loi. C'est comme une punition. Vous ne construisez pas, vous payez. Vous voyez, du coup, on densifie un maximum, loger les gens quand même, non? de population. Et ça, c'est pas tenable. Il faut bien loger les gens, il faut bien loger les jeunes, non? C'est le bordel. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ce que j'ai dit, c'est que si ça n'existait pas, et je me permets aussi de vous faire part de discussions que j'ai eues avec des élus du conseil régional justement hier. Donc comme vous le savez, le conseil régional finance le logement social. C'est triste à dire. Hein. Vous me connaissez depuis que je suis au conseil municipal, j'ai évité les polémiques. Moi je suis là pour travailler pour les Morpasiens. J'ai une sensibilité qui est la mienne. On a des idées qui sont complètement différentes. Mais je respecte vos positions. Et je suis obligé de le dire. Lors de cette discussion, en discutant avec les conseillers régionaux, il est apparu que depuis le basculement d'un certain nombre de communes d'une couleur politique à une autre, c'est la vie démocratique, leur financement en termes de logement a diminué. Non pas que leur crédit a diminué, c'est que tout un ensemble de programmes qui étaient prévus ont été bloqués. Donc quand vous dites que c'est on nous contraint, etc., heureusement qu'il y a cette loi, parce que si on laissait les gens faire, personne ne construira rien. Et le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au conseil régional et qu'on vous dit, nous on a financé tant de millions d'euros pour le logement social qui était prévu, et qu'un an après, tout un ensemble de communes les ont bloqués, c'est qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas là, c'est que rendu dans ce pays, mais il faut rappeler aux gens, au bout d'un moment, il faut laisser faire les choses. Oui, c'est ça il faut laisser faire. On n'est pas contre évidemment le logement social, le logement, mais c'est l'ampleur, c'est ce qui nous demande. Le libéralisme. C'est l'impact. Vous vous rendez compte de 2000 logements, 785 logements d'ici 2025. Il ne faut pas faire de gosses, il faut distribuer des capotes. Oui, et vous connaissez le nombre de personnes mal logées en France? C'est pas grave. C'est aussi un chiffre qui est d'ampleur, puisque c'est 3,5 millions. C'est pas grave. Bah oui, à cause de ce que vous avez. Il y a des cartons. Je voudrais ajouter quelque chose
chose par rapport à ce qu'a dit M. Boine. Christine Boutin a été en charge... Madame Malaquin, c'est M. Van. Pardon, M. Boine. Je préférais Boine, c'était joli, moi, mais bon... C'est M. Boine, pardon. Je disais que Christine Boutin avait été ministre en charge du logement pendant un certain temps. Et alors vous avez dit que certains logements ont été bloqués par, je suppose que c'est bien par la droite. À l'époque, quand elle a reçu de l'argent pour aider à la construction de logements. Dans toutes les communes, ça a été bloqué par toutes les municipalités, quelles qu'elles soient. Elle a eu énormément de mal à construire les logements qu'elle voulait. Et pourtant, enfin qu'elle voulait, que le ministre aurait souhaité, etc. Et pourtant, il y avait du financement possible. Ce qu'elle ne trouvait pas, c'était le foncier. Donc c'est dans toutes les communes comme ça, et c'est pas une question de municipalité de droite ou municipalité de gauche. Quand on parle de construire des logements, c'est toujours difficile. Et moi, je serais plutôt d'avis aussi qu'on laisse un peu les gens... faire ce qu'ils veulent. Il y a énormément de contraintes, et on en aura de plus en plus, parce que plus on construira, et plus il faudra construire. Rappelez Macron. Très bien. La maison à 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait de maison à 10 000 euros? C'est pas sur le logement social, je vais revenir par rapport au PLU, comment va-t-il s'intégrer dans le PLI? Parce qu'à partir du 1er janvier 2016, on rentre dans une intercommunalité, la Casquille. Je voulais savoir, est-ce qu'on avait un petit peu avancé là-dessus? Oui, tout à fait, il n'y a pas d'incidence immédiate pour la Casquille est en train Hein? de réaliser. Oui, oh là là. Plan local de Pourquoi s'amuser? On se souviendra. Pour ce qui est d'une autre, étant donné qu'on ne soit pas dans l'interco avec la Casquille, il n'y aura aucune incidence, en tout cas sur notre PLU. Et il faut aussi qu'on soit clair sur le sujet. Après renseignement évidemment des maires qui sont eux-mêmes dans la Casquille, le maire n'est pas dépossédé des autorisations de permis de construire, c'est toujours le maire qui décide et qui signe les permis de construire et qui négocie toujours évidemment avec les promoteurs ou les investisseurs des constructions qui passent au logement. Il n'y a que l'instruction des dossiers qui peut être faite au niveau de la petite agglomération, mais toujours en coordination avec les villes qui font partie de l'intercommunalité. J'ai beaucoup discuté sur ce sujet avec Michel Logier, qui est président de la Casquille et maire de Montigny, et jamais on ne lui a imposé quoi que ce soit sur son territoire. Il est toujours resté maître des constructions qu'il souhaitait faire. À la condition que ça reste dans, tu parlais tout à l'heure des instances supérieures. Il faut absolument que ça s'intègre quand même dans le SDRIF, etc. Alors, mais ça, c'est une obligation légale. Comme le PLU, comme le PLU doit évidemment. Alors, si évidemment il y a des dispositions législatives qui changent et qui modifient ces documents d'État, évidemment il faudra que le PLU s'adapte. Et ça, c'est pas de fait. Très bien, je vais mettre ça aux voix. Qui est contre la révision du plan local d'urbanisme? Deux voix, d'accord. Michel également? D'accord. Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Loi et solidarité renouvellement urbain, obligation triennale 2014-2016 pour les logements sociaux. Voilà, c'est ensuite. Christian. Donc ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de logements sociaux, donc nous allons commencer. À savoir que cette loi solidarité et renouvellement fixe justement les obligations triennales qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc il est apparu que le 1er janvier 2013, il manquait 793 logements sociaux, c'est-à-dire que nous étions à 14,97 par rapport aux 25% exigés. Donc le préfet a mis en place des périodes triennales. Donc par exemple, là nous sommes sur la 5e, mais la 6e période triennale qui va être de 2017 à 2019, eh bien, va nous obliger à arriver à 33% des logements sociaux qui nous restent à faire. La 7e période triennale 2020-2022 va nous obliger à arriver à 50% des logements locatifs sociaux qui nous restent à voir. Et pour terminer par la 8e période triennale 2023-2025, où on aura pu construire 100%
des logements sociaux qui sont attendus par le préfet. Alors, par courrier du 24 novembre 2014, la préfecture a confirmé à la commune l'objectif de réalisation de 198 logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, comprenant au moins 60 logements en prêt locatif aidé d'intégration, donc ce qu'on appelle des PLAI, et au maximum 60 logements en prêt locatif social dénommés PLS. Donc le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver l'objectif triennal de réalisation de 198 logements locatifs sociaux fixés par M. le préfet des Yvelines et s'engager sur les mesures facilitant l'émergence d'opérations de logements aidés. J'ai fini, monsieur. Très bien. Sur la délibération précédente, Mme Calvin-Séculier, M. Hay a voté pour. Il s'est abstenu. D'accord. Il s'est abstenu. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Madame Chanson. Oui, donc comme vous le mettez dans la note de synthèse, donc pour la période triennale de 2011 à 2013, la commune de Morpan a atteint son objectif de 55 logements. Vous êtes d'accord? Et pour la période à partir de 2014-2016, dans cette période de 2014 à 2016, vous avez donc la résidence sociale, qui fait quand même un certain nombre de logements, je pense que c'est à peu près 130. Elle est déjà décomptée. Et on a 198 logements sociaux à construire. En plus, la résidence étudiante est déjà décomptée. Oui, alors, et pourquoi c'est pas expliqué dans la note de synthèse, ni la résidence du Petit Pont avec les... Parce que ça, c'était des objectifs triennaux 2011-2014. Ah non, ils ne sont pas comptés dans 2011-2013, puisque en 2011-2013, vous n'avez que 55 logements dans votre... Ah, vous parlez de rue Petit Pont, d'accord, oui. Non, quand vous mettez période triennale 2011-2013, la commune de Morpan a atteint son objectif de 55 logements, vous ne mettez pas dedans la résidence universitaire. C'est pas possible. Non, parce que là, ça prend- Puisque la résidence universitaire, le nombre de logements, il est compté à partir de 2014. Puisque les universitaires sont arrivés en septembre 2014. Et vous rajoutez le Petit Pont, donc il faudrait peut-être que vous lui donniez des chiffres un peu plus exacts. Bon, je vous apporterai la précision. La prochaine fois. Ouais, non mais... De toute façon, on a 198 logements sociaux à construire sur la période 2014-2016. Même si on déduit la résidence sociale et le... Absolument. En fait, on a dépassé sur l'ancien. Donc on avait 400 logements à construire. Non. Voilà. 3008. Je suis donnée, moi. Si on en construit trop, c'est pas compté. Ça ne prend pas de l'avance. Il y a un cadencement qui est imposé. Si pendant une période triennale, on est en excédent de construction, c'est pas pour autant que sur la période triennale suivante, nous pourrons baisser de ce que nous avons construit. Non, on n'a jamais été en excédent. Bah oui. C'était construit trop tôt cette résidence étudiante. Faut la redémolir. La résidence, elle compte à partir de 2014. Non, l'inventaire est toujours décalé. C'est fumeux, hein, mais... Non, c'était pas financier. C'est pas rationnel. Bon, même chose, basez-vous sur les 198 logements sociaux à construire sur 2014-2016. Voilà. C'est pour ça que jusqu'en 2025... Merci de nous donner un décompte. On vous apportera une note précise sur ce sujet. Il ne faut jamais dépasser, sinon ça compte pas. Quand vous dépassez votre objectif triennal, ce n'est pas reporté sur l'objectif triennal d'après, ça tombe. Voilà. Après, ça compte en inventaire. Oui, mais... Non, parce que c'est un total. Alors, bon, on va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité, merci. La politique de la ville. On est donc obligé d'accepter. C'est des objectifs de l'État. On nous fait voter là-dessus, mais c'est l'État qui décide. Donc, c'est comme si on ne votait pas, quoi. On vient de discuter pour dire qu'on n'est pas d'accord, que c'est pas bien, qu'il y a un quota qui est trop important, etc. Et on nous dit, il faut que vous le votiez. C'est antinomique aussi, ça. On peut faire une motion aussi. Oui, voilà. Je me dis, on aurait pu faire une motion en disant qu'on s'y conformera parce qu'on est obligé. On aurait pu faire une motion en disant on s'y conformera parce qu'on est obligé, mais on n'est pas du tout d'accord avec votre proposition. Bon, politique de la ville. Ouais. Pascal. Je vais essayer d'être rapide. Alors, la politique de la ville sur Maurepas. Maurepas, et plus précisément le quartier des Friches, s'inscrit dans la politique de la ville pour la première fois. Elle a pour but de réunir les actions de l'État visant à revaloriser certains quartiers urbains en difficulté. Donc, ça se décline en plusieurs phases, que je vais vous expliquer après. Néanmoins, le nouveau contrat de ville se conclut à titre de l'intercommunalité. Concernant la CCE, uniquement la ville de Maurepas est concernée. Il y a également l'obligation de créer un conseil citoyen. Ici, on peut voir donc le périmètre qui est déterminé du quartier des Friches. On peut identifier également les travailleurs, Toit et Joie, le GIF et France Habitation. Donc pour la feuille de route, avec le planning, donc voilà où nous en sommes. L'élaboration des diagnostics a déjà eu lieu via 3 réunions. Nous avons pu y valider avec les acteurs locaux les orientations stratégiques. Aujourd'hui, il nous reste à identifier les plans d'action. La dernière réunion aura lieu jeudi matin pour la thématique emploi et développement économique. La rédaction et la signature du contrat de ville interviendront au mois de juin. Donc le contrat de ville est déterminé par les phases que je viens de vous expliquer et il vient également en parallèle du conseil citoyen. Donc le conseil citoyen, il y a un appel à candidature du 16 février au 13 mars. Il convoquera 18 personnes. On peut l'expliquer comme ça, 8 acteurs locaux et associations où il n'y a pas de parité exigée. 4 candidatures via les bulletins qui vont être distribués via plusieurs structures. Là, il y aura une exigence de parité et également 6 personnes sur des listes électorales, associations de parents d'élèves et Tridim. Ça ne concerne évidemment que les gens qui habitent le quartier des Friches ou qui y sont actifs. Donc voilà pour la politique de la ville. Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter les subventions relatives à la politique de la ville et à signer les dossiers de demande et conventions financières à faire. Merci Pascal. Donc, Madame Malaquin. juste une petite remarque. Si je comprends bien, c'était intéressant d'être dans la communauté de communes des étangs parce que ça a permis au quartier des Friches d'être installé. Alors, absolument pas. C'est national. Excusez-moi, Excusez-moi, c'est ce que j'ai compris au début de votre intervention. Alors, Donc je me disais que c'était bien parce que finalement, quand on va repartir dans la Castille, on va perdre cet avantage. Absolument pas. Donc j'ai mal compris. J'ai peut-être voulu aller un peu trop vite, effectivement. Donc je vais reprendre, il n'y a aucun souci. La ville de Maurepas est seul acteur quant aux décisions du quartier des Friches. Par contre, pour la signature du contrat, quelle que soit l'interco dans laquelle on sera, il doit y avoir une signature, la co-signature du président de l'interco. Mais Maurepas reste pilote pendant 6 ans de la politique de la ville. Par contre, il y a une obligation de signature du président de l'interco. Alors, CASCI, CCE, peu importe.